Radio Starbucks. Morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. La préparation des Jeux Olympiques de 2022 au Sénégal, pays d'accueil, les JO des 14 à 18 ans. Mais ça veut dire beaucoup parce que c'est la première fois que l'Afrique accueille un événement olympique de cette taille-là. Ça compte, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Zimbabwe, aux États-Unis, au Japon. 18h50, le cinéma en VO avec Eva Bétan qui nous revient avec un film russe dont l'actrice a été primée à Cannes en mai dernier. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et cette question, comment l'Europe se sort de cette affaire de Brexit au fond. Justement, on y va au Royaume-Uni entre Brexit, Mexit et grand foutoir, pardon, si je puis me permettre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Nous y voilà donc au jour d'après, après vote au Parlement britannique, un vote dont on pouvait se douter qu'il ne serait pas favorable à Theresa May, mais enfin de là à prendre une claque pareille, c'est peut-être une autre mayonnaise qui ouvre des perspectives inconnues. Bonsoir Jérémy Stubb. Bonsoir. Président du Parti conservateur britannique à Paris. Y a une manière de voir et qui m'a frappé, moi, combien on a du mal à comprendre finalement ce qui se passe chez vous. Hier, les anti-Brexit étaient contents parce qu'au fond, grâce à ce vote, ils se disent il y aura un nouveau vote, et les pro-Brexit étaient contents parce qu'ils espéraient un Brexit dur. Ça prouve que personne comprend réellement ce qui va se passer là, maintenant, en fait, au fond. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a deux camps avec des vues opposées qui trouvent leur bonheur dans le même résultat. Mais uniquement parce que c'est un résultat provisoire, c'est une absence de résultat. Et tout le monde espère autre chose. Le problème, c'est qu'il reste très très peu de temps pour cette autre chose, quelle que soit la porte de sortie, et il faut trouver ça. Et je dirais, c'est Verlaine qui a écrit de la douceur, de la douceur, de la douceur. Eh bien là, il faut de la souplesse, de la souplesse, de la souplesse, de la part de tout le monde, et on attend de voir les preuves de cette souplesse. Alors, Theresa May qui a été humiliée, est-ce qu'on utilise le mot d'humilier quand le vote est si grand ? Si je vous pose la question, c'est que malgré tout, d'ici 2 heures, probablement, elle aura sauvé sa tête. Donc là aussi, le plus cohérent, si on est vraiment cohérent, il faut qu'elle s'en aille, Theresa May. Donc pourquoi on n'arrive pas à trouver cette cohérence-là ? Au fond, est-ce que ça veut dire qu'il y a tellement pas de pilote qu'on prend on la garde, quoi. En fait, ceux qui voudraient avoir sa place ne sont pas capables de la prendre. Mais ni chez les conservateurs, ni chez les travaillistes. Exactement. Tandis que ceux qui pourraient avoir sa place n'en veulent pas. Parce que le rôle est tellement difficile. Donc, d'où le problème de cohérence. Elle a sa cohérence parce que elle est prête à rester jusqu'au bout. Et je ne vois personne d'autre pour le moment qui puisse jouer ce rôle. Donc voilà le pilote, en quelque sorte, qui reste. Elle est prête à rester, j'allais dire, à l'anglaise, keep calm and carry on, mais sachant, est-ce qu'elle sait où elle va réellement, Theresa May, si ce n'est que elle sert de victime expiatoire, même elle en a conscience ou pas ? Oui, peut-être. Il y a cet élément de victime expiatoire, mais ça, c'est juste une émotion passagère. Là, on attend un résultat concret. Elle a dit hier qu'elle allait consulter les différents membres du Parlement pour voir s'il y a une possible, un assouplissement possible des règles de son accord. La question, c'est de savoir qui est-ce qu'elle va consulter et qu'est-ce qu'elle va trouver. Est-ce que ce sera suffisant ? Parce que là, elle n'a que jusqu'à lundi. Elle a 3 jours pour faire ça. C'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. À mon avis, elle ne peut qu'essayer de gagner du temps. La porte de l'Europe, si on en croit les déclarations qui sont faites, et notamment celle de Michel Barnier, est définitivement fermée. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que c'est aussi des mots, une guerre psychologique qui est en train de se jouer, et que la porte de quelque chose de renégociable est vaguement ouverte ou pas du tout ? Il y a toujours cette ambiguïté dans les affaires humaines. Est-ce que les gens sont en train de jouer très finement, ou est-ce qu'ils sont tout simplement un peu stupides ? Cette ambiguïté, deux, mon capitaine. Oui, cette ambiguïté reste. On verra très vite quand même quel est le résultat parce que on a si peu de temps avant le 29 mars. Et tout changement nécessitera un travail considérable d'ici là.
Ah bah, vous m'étonnez, mais Boris Johnson, par exemple, qui est quand même l'un des artisans du Brexit, qui est un Brexiteur hardcore, j'allais dire, il dit ce résultat est un mandat massif pour renégocier. Mais pardon, mais d'où il sort que ce résultat est un mandat massif pour renégocier ? Comment il peut imaginer que c'est vraiment un mandat massif pour renégocier ? Mais, il faut comprendre le point de vue de ces gens-là, ces Brexiteurs plutôt durs, c'est qu'ils ont assisté à cette négociation de manière impuissante. Ils ont dit dès le début que ça ne leur plaisait pas, donc ils attendent leur tour pour pouvoir faire mieux. Je ne crois pas que ce soit vraiment possible de faire mieux, mais eux, ils le croient. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe. Est-ce que la porte est ouverte ou fermée? Là, on citerait bien sûr Musset. Pour le plaisir, une porte est ouverte ou fermée. On va le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la position de l'Europe, c'est de dire il faut que les Britanniques se décident. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils se décident sur quelque chose qui plaise à l'Europe. C'est ça le problème. Et l'Europe a dit il faut le filet de secours, le backstop. Et c'est le backstop qui crée tous les problèmes, au fond. Pardon, allez-y. La question, c'est est-ce qu'ils vont être capables, les Européens, de bouger du côté du backstop? Parce que vous dites, est-ce que les Européens seront capables de bouger? Donc, en gros, la balle est dans le camp des Européens. Les Européens, ce qu'ils vous disent depuis hier, c'est la balle est dans le camp des Britanniques. Oui, le problème, c'est de dire que la balle est dans le camp d'un groupe ou de l'autre. Le bal est dans le camp de tous ces politiciens, tous ensemble. Ils ne peuvent pas se renvoyer la balle. C'est ça le grand problème. Et si vous voulez, pour analyser de manière un peu plus subtilement, le problème de Theresa May, c'est que en Grande-Bretagne, c'est le Parlement qui a pris le pouvoir sur le gouvernement, parce que le gouvernement n'a plus de majorité absolue. De l'autre côté, Madame May doit trouver un accord avec les Européens. Donc, elle se voit un peu réduite aujourd'hui à une sorte d'intermédiaire entre les deux, ce qui est un rôle extrêmement difficile à jouer et qui certainement ne lui plaît pas. Ce qui arrangerait aujourd'hui, parce qu'effectivement 3 jours pour essayer de trouver une porte de sortie, c'est un laps de temps extrêmement réduit. Qu'est-ce qui arrangerait mieux en ce moment les Britanniques et Theresa May? Est-ce que c'est de reculer la date de sortie, ce qui ressemble quand même à reculer pour mieux sauter, au fond tout simplement? Mais est-ce que ça, c'est la porte de sortie préférée pour l'instant de Theresa May, selon vous, chez les conservateurs dont vous êtes? Reculer la sortie pour se redonner une marge de manœuvre ou pas? Ou puisqu'on y est, il va falloir trancher dans le vif. Oui, je pense que ce soit pour Theresa May ou pour les Européens, il y a des concessions qu'ils ne veulent pas faire, mais qu'ils sont obligés de faire tôt ou tard, et plutôt tôt. Donc, Theresa May, elle nie toute volonté de demander un report de la date de sortie. Il me semble que c'est la seule solution en ce moment. Et il y aurait probablement une majorité au Parlement pour cette solution. Le problème avec cette solution, c'est qu'il faudra du temps sur le plan juridique, législatif, pour modifier l'acte de loi qui a lancé l'article 50. Donc on a peu de temps. Et, entre-temps, il va y avoir des élections européennes. Qu'est-ce qui se passe si on recule la date du Brexit? Est-ce que vous participez, du coup, aux élections européennes ou pas? Ou est-ce qu'on se dit que vous les ferez plus tard? Enfin, je veux dire, c'est complètement inédit. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Voilà, un problème inédit, une solution inédite. On a beaucoup cité ce problème parce que tout délai, il faut que ça dure un certain temps. Les élections arrivent très vite en Europe. Est-ce qu'il y aura des élections pour des eurodéputés au Royaume-Uni? Je pense que ça n'a aucun sens, même si ça créerait une anomalie juridique. Mais on peut vivre avec quelques anomalies. On l'a déjà fait dans le passé. Tiens, au moment où on se parle, c'est le Times de Londres qui écrit: l'Union européenne est prête à reporter à 2020 la date du Brexit. Encore une fois, sourcé là pour l'instant du Times. Ce qui est un peu ce que vous disiez, mais 2020... c'est loin. On recule de 2 ans. Quand on recule de 2 ans, alors que ça fait 1 an et demi qu'on négocie, est-ce que ça veut dire qu'au fond, on n'y va pas? Est-ce qu'au fond de vous, Jeremy Stubbs, il vous arrive de vous dire, on va rester? Au fond, au bout du bout, on va rester. C'est toujours une possibilité.
c'est toujours une possibilité. Il faudrait quand même un changement majeur, vraiment visible, dans l'opinion publique. On n'a pas encore vu un tel changement. Vous croyez? Parce que les sondages ont l'air de dire que la population... Oui, il y a quelques... On n'est pas à 60-40, mais enfin, ça bouge. Il y a quelques fluctuations. Il faudrait absolument être au-delà de 60. Il faut que ce soit vraiment clair, parce que pour justifier le renversement d'une décision par référendum, il faut plus que quelques points de pourcentage. Regardez, même Nigel Farage disait hier soir ou ce matin, je ne sais plus, qu'un nouveau référendum était quasiment dans les tuyaux, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de la part d'un gars comme Nigel Farage, qui, encore une fois, comme Boris Johnson, a été, plus encore que Johnson, peut-être l'artisan du Brexit. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire quand il dit des choses pareilles, lui? C'est très intéressant parce qu'il a une habitude de dire des choses très pessimistes de son point de vue. À la veille du référendum, il a dit on a perdu, Exactement. Il a gagné. Il l'a dit à 11h du soir. Voilà. Après le référendum, il a dit on va avoir Norvège. Et en fait, le gouvernement a essayé de faire plus. Maintenant, il dit c'est un autre référendum. Peut-être qu'il se montre pessimiste juste pour encourager les gens, je ne sais pas. Donc il prêche le faux pour savoir le vrai là-dessus, Nigel Farage. Peut-être, mais je pour plusieurs raisons, je ne le trouve pas comme une sorte d'oracle fiable à cet égard-là. Tout le monde a noté, et ce recul à 2020 finalement dit la même chose, tout le monde a noté aujourd'hui que les marchés financiers étaient restés extrêmement zen, la livre a même augmenté, la place parisienne pareil est restée extrêmement zen, et la lecture, c'est que finalement les places financières se disent non mais c'est bon, ils n'y vont pas en fait. Est-ce que au fond, c'est pas un baromètre qui est intéressant, les places financières? Ou est-ce que là aussi on pêche par excès d'optimisme parce qu'on veut tellement que ça se fasse pas au fond de leur point de vue qu'on fait en sorte que les marchés sont selon cette idée-là en fait? Voilà, mais les marchés sont un bon baromètre de l'état d'esprit des marchés, mais pas forcément pour nous autres. Et il est vrai que ce que craignent les marchés, je pense, c'est la sortie sans accord. Et pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais je pense qu'une sortie sans accord, ce serait le désastre absolu. Jeremy Stubbs, vous qui êtes, vous avez voté d'abord ou pas? Non, vous n'êtes pas parlementaire, donc vous n'avez pas voté pour à ce moment-là. Mais quand vous voyez les conservateurs et les travaillistes, quand vous voyez l'état de la classe politique anglaise, est-ce que vous avez le sentiment que on en sort grandi de cet épisode-là quand on est dans la classe politique anglaise? Et surtout, est-ce que pour le mode de fonctionnement même, en fait, de la démocratie britannique, est-ce qu'il y aura un avant et un après cet épisode qui, aux yeux de tous, est vraiment un épisode calamiteux? Je pense que très peu de personnes en sortent grandies de ça. Curieusement, Theresa May conserve une certaine dimension de grandeur en quelque sorte, juste parce que, et comme l'a dit un de ses opposants les plus farouches, elle a ce sens du devoir. Elle continue. En même temps, je dirais que là, c'est le moment pour elle de faire preuve de souplesse. Et je reviens à ce mot parce que dans les quelques jours à venir, on va voir justement la qualité de ces politiciens des deux côtés de la Manche. Est-ce qu'ils sont capables de souplesse? Pour le moment, on n'a pas de raison de le croire, mais je suis prêt à être agréablement surpris. Écoutez, souplesse, comme vous dites, on verra bien comment les choses se dessinent. Pour l'instant, en matière de danse, Theresa May nous a pas montré beaucoup de souplesse, mais enfin, allez savoir en matière de négociation politique ce que ça peut vouloir dire. Quelle vanne. Merci beaucoup, Jeremy Stubbs. À très bientôt, donc dans 3 jours, allez savoir. France Inter, Fabienne Synthèse.